Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Destination Arles sur Fréquence Évasion. Nous sommes en présence de Geneviève Rousse, qui est guide conférencière à l'Office de tourisme d'Arles. Madame Rousse, bonjour. Bonjour. Madame Geneviève Rousse, est-ce que vous pouvez situer Arles par rapport à Nîmes, Montpellier, enfin dans la région? Alors Arles se trouve dans la basse vallée du Rhône, à 40 km de la mer, à 30 km de Nîmes, 40 km d'Arles, à l'endroit où se forme le delta de la Camargue. Et Arles est une ville qui a conservé un extraordinaire patrimoine, de très nombreuses traditions, et certainement la ville de la région qui est la plus proche de sa langue, de ses traditions, de son costume. À quelle époque a été construit Arles? On a pu découvrir des traces archéologiques qui datent bien avant. On connaît Arles depuis au moins le 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où les Grecs se sont installés à Marseille. Et il est certain que cette agglomération située en bordure du Rhône, sur une petite colline, et qui avait la facilité de communiquer avec la mer, a été développée. Nous avons des vestiges qui parlent d'un port sur le Rhône, occupant environ 30 hectares de superficie, entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est au 1er siècle avant notre ère que Jules César, connaissant les facilités de communication et les privilèges que pouvait avoir cette ville, a décidé d'en faire une colonie romaine. Au fil du temps, Arles s'est transformée comme beaucoup d'autres villes, mais est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de l'histoire d'Arles? Oui, alors bien sûr, il y a la fondation de la colonie romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'elle s'est organisée selon le type des colonies classiques autour de deux axes principaux, nord-sud et est-ouest. Dans ce quadrillage constitué à partir de ces axes, se sont installés les principaux monuments, c'est-à-dire le théâtre, le forum, le rempart, l'aqueduc. Tous ces éléments-là sont bien connus par des fouilles qui ont été faites à des époques récentes. Et d'ailleurs, le résultat de ces fouilles peut être vu dans le grand musée de l'Arles antique, qui est un musée archéologique d'une importance considérable et qui permet d'évoquer, de la fondation à la chute de l'Empire romain, toute l'histoire de la ville. La chute de l'Empire romain se situe à la fin du 5e siècle. Les grands monuments comme les arènes, le cirque ou le théâtre ont été détruits. Les remparts ont été remplacés par d'autres remparts pour protéger la population. Et pendant les siècles des grandes invasions, on ne sait pas grand-chose, sauf que l'église d'Arles a eu une position privilégiée dans la région. C'est à partir du XIe et surtout du XIIe siècle que s'amorce une renaissance très importante, notamment grâce à la position géographique de la ville, sur la vallée du Rhône, mais aussi sur la route Italie-Espagne. La cité possédait des reliques de très grande importance. Alors, plus exactement, c'est la voie Aurélia, la branche passant au sud des Alpilles, qui passe par Arles, et qui rejoint à Nîmes la voie Domitia, qui passait au nord des Alpilles. Et cette voie Domitia ou Aurélia constitue l'un des éléments de circulation les plus importants. Et c'est au Moyen-Âge qu'elle a été surtout empruntée par les pèlerins. Nous sommes ici sur la route de Rome et de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerinage de Compostelle est connu dans le monde entier. En France, il y avait 4 départs principaux pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Arles était le point de départ de la Via Tolosane, qu'on appelait aussi le chemin d'Arles. C'était la route qui passait par Toulouse et qui emmenait les pèlerins du Midi jusqu'en Galice. Alors, si vous voulez, les deux principales époques d'Arles, c'est l'époque romaine et le Moyen-Âge. D'ailleurs, depuis 1981, nous sommes classés patrimoine mondial de l'UNESCO pour les monuments romains et les monuments romans. Alors, on a un peu tendance à occulter les autres époques parce que ces deux-là ont été superbes. Il n'y a qu'à voir les monuments romains ou les grands monuments religieux du Moyen-Âge pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai que la vie a continué, heureusement. Et on a un patrimoine aussi très riche de la période qui va de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, l'époque d'Arles française, puisque le comté de Provence a été rattaché à la France à la fin du XVe siècle. Et pendant cette période, on a des vestiges importants et puis surtout des traces de l'évolution de la ville, qui a surtout été jusqu'à la Révolution et jusqu'au milieu du XIXe siècle un port. Et on a de nombreux éléments qui permettent d'en être sûr. Et d'autre part, c'est l'agriculture qui a enrichi Arles pendant toute son histoire, mais particulièrement entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on a fait de grands travaux d'irrigation, d'assainissement, qui ont permis de mettre en valeur le territoire.
Et jusqu'à la Révolution, ça a été essentiellement ces activités qui ont compté pour la ville d'Arles. Et encore pendant le 19e siècle, même si Arles a perdu à la Révolution son tribunal, son archevêché, si elle s'est retrouvée une petite sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, elle est restée une ville très proche de son terroir. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, c'est la plus grande commune de France. Arles occupe en superficie plus de 75 000 hectares qui sont répartis sur la Camargue, la Crau, jusqu'au pied des Alpilles. Et on a de ce fait une population très dispersée, puisque l'essentiel de la commune est installé dans la ville. Il y a 35 000 habitants environ et plus de 15 000 qui sont répartis sur cet immense territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler du blason d'Arles ? Le blason d'Arles a été choisi, semble-t-il, vers la fin du XIIe et début XIIIe. Et sur le blason d'Arles, on voit un lion. Le lion, d'ailleurs, c'est amusant, mais on a gardé un lion vivant pendant plusieurs siècles à Arles, que l'on montrait aux invités, aux personnalités. Et ce lion a été choisi au moment où toutes les villes avaient le droit de choisir des armoiries. Les Arlésiens, qui n'étaient peut-être pas très modestes, ont choisi le roi des animaux. Et c'est un superbe lion qui figure sur notre blason. Parmi les nombreux monuments que possède la très jolie ville d'Arles, est-ce que vous pouvez nous parler de l'église de Saint-Trophime ? Saint-Trophime est l'une des églises romanes les plus célèbres de la région et même de plus loin. C'est un superbe monument qui, dans son état actuel, date du XIIe siècle. Ce monument a été reconstruit sur une cathédrale beaucoup plus ancienne qui datait du Ve siècle. Cette église elle-même avait succédé à un monument romain. Dans notre ville, tout se superpose depuis plus de 2000 ans. Cette cathédrale porte le nom d'un saint qui est peu connu en dehors de la ville. La tradition légendaire nous dit qu'il a vécu à l'époque du Christ, qu'il est arrivé en Provence à peu près en même temps que les Saintes Maries de la Mer, qui sont venues apporter le christianisme chez nous. En réalité, on pense qu'il a vécu 2 siècles plus tard, mais la tradition légendaire a pris quelques libertés. Et c'est au XIIe siècle que l'église a pris son nom. Jusqu'à ce moment-là, elle a porté le nom de Saint-Étienne. Et l'église que l'on peut voir actuellement est une superbe église romane dont l'élément le plus caractéristique est le portail. Le portail qui a été conçu comme une bande dessinée dans la pierre à l'intention des pèlerins pour leur indiquer en somme la marche à suivre sur leur chemin dans la quête du salut. Le portail de Saint-Trophime a été réalisé avec des matériaux antiques dans un style qui rappelle de très près l'Antiquité. Et sur le portail de Saint-Trophime, les pèlerins qui arrivaient devant cet édifice, ces pèlerins qui venaient d'un peu partout, qui ne lisaient pas parce qu'il n'y avait pas de livre ou parce qu'ils ne connaissaient pas la lecture, retrouvaient cette extraordinaire bande dessinée qui leur présentait le Christ dans le tympan, entouré des symboles des évangélistes et des anges, les apôtres, et le jugement dernier se déroule là en direct sous les yeux des fidèles, les élus d'un côté, les damnés de l'autre, les frises qui représentent l'enfance du Christ pour guider les fidèles sur le bon chemin, tandis que les apôtres et les saints patrons de l'église d'Arles, Saint-Trophime et Saint-Étienne, piétinent des lions mangeurs d'hommes qui sont le symbole du péché. L'intérieur de l'église est tout à fait intéressant aussi. Il est majoritairement roman, mais complété d'un chœur gothique. Et si on visite Arles, il ne faut surtout pas manquer d'aller dans le cloître, qui était celui des chanoines. C'est un cloître dont les 2 galeries romanes sont considérées comme les chefs-d'œuvre de la Romane provençale. Il y a également le théâtre antique dont vous pourriez nous parler. Il date de quand ce théâtre ? Le théâtre antique est le plus ancien des 3 grands monuments de jeu que possédait la ville. La ville a été officiellement fondée en colonie romaine par César en 46 avant Jésus-Christ. Nous savons que c'est sous le règne d'Auguste qu'a été construit ce monument, qui était un monument pouvant contenir environ 10 000 spectateurs. À très peu de centimètres près, je pourrais dire, il a les mêmes dimensions que celui d'Orange, qui lui est contemporain. Malheureusement, si celui d'Orange a bien traversé les temps, celui d'Arles a été pillé dès le 5e siècle après Jésus-Christ. Nous savons que ces pierres ont servi à construire la première cathédrale, qu'elles ont été utilisées pour toutes sortes de constructions, et notamment la cathédrale Saint-Trophime actuelle. Mais malgré cela, le théâtre dans lequel se faisaient les animations culturelles, disons de l'époque, a conservé un ensemble très imposant, notamment de la statuaire qui est conservée au musée de l'art antique. La statue d'Auguste, le fondateur, la Vénus d'Arles, dont l'original est à Paris au musée du Louvre, mais dont de nombreux éléments également sont conservés. Tout cela permet d'imaginer que c'était l'un des théâtres les plus décorés et les plus riches du monde romain. Vous pouvez nous dire quelques mots sur l'amphithéâtre ?
Bien sûr, l'amphithéâtre, alors ça c'est le monument qui est cher au cœur des Arlésiens par excellence. Dans le théâtre antique, on continue de faire des spectacles, on continue notamment dans le cadre des fêtes d'Arles d'y célébrer la fête du costume. Et l'amphithéâtre qui, lui, a conservé beaucoup mieux son état grâce à sa réoccupation après l'Antiquité romaine en tant que ville fortifiée. L'amphithéâtre est devenu un village qu'il est resté pendant près de peut-être 1500 ans. L'amphithéâtre est l'un des mieux conservés du monde romain avec celui de Nîmes, puisque ces deux monuments ont la même dimension à 3 mètres près. Ils ont été construits à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils pouvaient contenir environ 21 000 spectateurs chacun. Et après la destruction des maisons parasites qui ont occupé l'ensemble pendant fort longtemps, c'est en 1830 que l'amphithéâtre d'Arles a retrouvé sa fonction de lieu de spectacle. À l'heure actuelle, il permet de réunir environ 12 500 spectateurs et c'est le monument qu'on utilise par excellence pour tous les spectacles populaires, notamment les corridas, les courses camarguaises, les spectacles équestres ou folkloriques. Vous pouvez nous parler du costume arlésien ? Alors le costume arlésien, à l'heure actuelle, est devenu, comme dans beaucoup de régions, un costume folklorique, mais c'est un costume qui a une longue histoire, qui est profondément attaché au cœur des Arlésiens et des Arlésiennes. Comme dans toutes les régions de France, il y a eu une façon de se vêtir, une façon de vivre qui a évolué au cours des temps. La particularité peut-être du costume d'Arles, dont la mode la plus ancienne remonte au XVIIIe siècle, c'est qu'il a su, au cours des temps, évoluer, intégrer des éléments nouveaux qu'il a mêlés à des éléments anciens. Et on peut dire que pendant 150 ans environ, jusqu'à la guerre de 14, le costume d'Arles n'a cessé d'emprunter des éléments de la mode parisienne tout en intégrant à des éléments locaux. Et chaque génération de femmes a su se vêtir à la fois de la même manière et différemment de la génération précédente. Je vais peut-être vous décevoir, mais l'habit de l'homme n'existe pas vraiment. Les messieurs dans la région ont été beaucoup plus ordinaires, si je peux dire, que les dames, puisque notamment à l'époque où s'est fixé le costume arlésien que nous portons aujourd'hui pour les fêtes, c'est-à-dire à la fin du 19e, le début du 20e, les messieurs portaient, pour les occasions habillées, les costumes de l'époque. On s'habillait à Arles comme à Paris, comme à Marseille, comme ailleurs. Pour les occasions habillées, les messieurs portaient la jaquette, portaient le haut de forme, portaient les bottines, le pantalon long. Avant la Révolution, ils portaient le bicorne ou le tricorne, la jaquette courte, les guêtres. Vous voyez, c'était vraiment un costume qui n'avait rien de vraiment typique. Les paysans portaient des blouses. Et le costume des hommes, aujourd'hui, n'est pas vraiment codifié. Si on veut accompagner une Arlésienne en costume, on peut, à la limite, porter un costume moderne, très élégant. Si on est avec une Arlésienne qui est habillée en tenue de tous les jours, on portera un costume de paysan. Mais il n'y a pas un costume ancien, authentique d'Arles. Alors il y a le costume de gardien. Le costume que portent les hommes à cheval, normalement on ne devrait le porter qu'à cheval. C'est un costume qui a été inventé, entre guillemets, par l'un des plus grands personnages de la tradition locale, qui s'appelait le marquis Folco de Baroncelli. Au début du XXe siècle, cet aristocrate issu d'une grande famille florentine installée à Avignon depuis l'époque médiévale a voulu que les hommes qui accompagnaient les femmes dans les défilés, dans les manifestations, il était arrivé à introduire les chevaux dans de très nombreuses occasions de la région, il a voulu que ces hommes ne soient pas habillés n'importe comment. Et il leur a plus ou moins imposé un costume qui est devenu le costume habituel des cavaliers maintenant, qui est un costume très élégant, avec un pantalon assez moulant, qui s'évase vers le bas pour laisser passer les bottes, une petite raie sur le côté, une sous-tache sur le côté du pantalon, la veste de velours, la chemise colorée, le chapeau de feutre. C'est un costume qui est très beau, mais il a été, je dirais, plus ou moins imposé aux hommes au début du XXe siècle. Alors pour les dames, c'est tout à fait autre chose, puisque le costume est l'héritier de cette évolution qui, de génération en génération, avec des éléments locaux et des éléments extérieurs, a permis d'avoir un costume qui soit particulièrement flatteur, particulièrement élégant. C'est le costume des années 1900 que l'on porte généralement maintenant pour toutes les fêtes. Et celui-ci est un costume, je dirais, vraiment traditionnel au vrai sens du terme, dans lequel il y a 3 variantes. Il existe un costume que l'on portait le matin, quand on faisait son ménage, quand on allait au champ ou au marché, qui est un costume simple. On l'appelle aujourd'hui souvent le costume de Mireille. Mireille étant l'héroïne de Mistral. Le costume de Mireille est caractérisé par une petite coiffe blanche
que l'on porte sur le sommet de la tête, recouvrant le peigne autour duquel s'accrochent les cheveux. La structure de la coiffure est la même. Pour ce costume-là, le costume du dimanche est celui de grande fête. Mais le costume de tous les jours a ce que l'on appelle la coiffe en cravate, qui est une coiffe simple, qui ne nécessite pas d'éléments que l'on achète. Si vous voulez, c'est un costume qui est à la portée vraiment de tout le monde. Et dans ce costume-là, on porte une jupe de coton qui peut être à carreaux, qui peut être à rayures ou en coton imprimé à la manière des indiennes, qui sont les tissus provençaux par excellence. On porte le corsage très cintré à l'intérieur de la jupe, que l'on appelle l'aise, et que l'on retrouve aussi dans les autres versions du costume. Et lors des fêtes simples, comme la Pégoulade qui se déroule le dernier vendredi du mois de juin, on porte sur cette aise le fichu épinglé, qui est un fichu de coton blanc, de piqué, bordé d'une petite dentelle ou légèrement brodé, et qui entoure une guimpe ou un devant d'estomac très simple également, qui donne un côté à la fois apparemment naïf, et en même temps savant, puisque le costume d'Arles, que ce soit celui-ci ou celui des grandes cérémonies, est un costume qui demande une mise en place assez complexe dans la coiffure, dans la mise en place également des éléments du corsage, puisque l'une des particularités, c'est que toutes les parties supérieures du costume sont épinglées et non pas cousues. Alors c'est ce costume-là qu'on porte le matin ou à la campagne, celui que portaient les femmes quand elles allaient au champ. Il y a la deuxième version, qui est la version du dimanche. C'est ce que l'on mettait pour aller à la messe, puisqu'on est dans une région catholique, ce que l'on portait pour aller en visite, mettons le dimanche après-midi, où les personnes qui étaient de rang social un peu plus élevé, qui avaient des personnes à leur service le matin, portaient ce costume-là tous les jours, mais avec des différences selon les occasions. L'hiver, on portait un costume en velours, en lainage un peu raffiné. Avec ce costume-là, dont la jupe est plate sur le devant et avec une traîne à l'arrière, la coiffe se caractérise par un ruban qui, au lieu de la cravate, entoure la partie centrale qui est assemblée autour du peigne. Et ces magnifiques rubans de velours, qui étaient majoritairement bleu marine au début du XXe siècle et anciennement de couleur, peuvent être portés, si vous voulez, pour pratiquement toutes les occasions, sauf les occasions les plus simples. Et puis il y a la troisième version qui est réservée aux grandes cérémonies, au mariage par exemple, ou comme on le voit pour la fête du costume, aux très jeunes filles pour les fêtes solennelles, dimanche matin pour la fête du costume dans l'Antille Atlantique, la nouvelle reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur porteront la coiffe qu'on appelle la coiffe de Gansé, où le ruban qui a remplacé la cravate dans la formule habillée est remplacé lui-même par ce que l'on appelle les ganses en dentelle. Le fichu qui est épinglé habituellement sur le haut du corsage est remplacé par une pèlerine de dentelle à plusieurs rangs. Et là, le costume lui-même, la jupe et le fichu sont assortis, alors que dans plusieurs versions, la jupe est de couleur, le corsage est noir. Et bien là, les deux pièces principales du costume sont de même couleur et dans un tissu très précieux. C'est de la soie, c'est du taffetas, c'est du brocart. Là, c'est vraiment le très haut de gamme, si je peux dire, que l'on porte pour les grandes occasions. On ne peut pas venir à Arles, si on s'intéresse à tout cela, sans aller visiter le Muséum arlatin. Ça signifie le musée arlésien. C'est un musée superbe, l'un des plus anciens musées. Maintenant, on dit musée de société. On disait il y a peu de temps musée d'art et tradition populaire. C'est l'un des plus anciens qui a été créé en France. Il a été créé par Frédéric Mistral lui-même, qui voulait à la fin du XIXe siècle, faire, comme il l'a dit, un livre pour les gens qui ne lisaient pas. Mistral avait restauré la langue, la tradition, le costume, mais il avait compris que ses poèmes, notamment, étaient d'un niveau littéraire peut-être un peu trop élevé pour le petit peuple de la région. Il s'était dit que pour leur transmettre cette idée, ce qu'il appelait la fierté, le sentiment de race des Provençaux, il avait compris qu'il fallait leur parler avec des moyens simples. Et il a réuni dans ce musée des milliers d'objets sur des thèmes qui concernaient tous la vie quotidienne des Provençaux, et notamment, bien sûr, le costume. Et le musée arlatin, qui a été créé en 1899 et transféré en 1909 dans les locaux actuels, est certainement la clé de tout ce qui touche à la tradition locale. Alors, il y a dans la région de très nombreux groupes, de très nombreuses associations
qui maintiennent tout ce qui concerne non seulement le costume, mais la langue. Et c'est très important également. La langue nostre, la langue provençale n'est plus la langue maternelle de la plupart des Provençaux, parce que dans la France unitaire du 19e siècle, on a essayé d'effacer beaucoup de particularismes, mais cette langue a continué de vivre à travers l'expression populaire, et cette langue qui a refusé de mourir, et heureusement, est de nouveau enseignée, notamment dans l'enseignement classique, c'est-à-dire de la maternelle à l'université. Beaucoup de jeunes passent une épreuve de provençal au baccalauréat, ce qui leur permet d'obtenir une dizaine de points qui ne sont pas du tout négligeables. Et cette langue est notamment maintenue par de nombreuses associations, dont la plus ancienne et la plus importante est le Félibrige, fondé par Frédéric Mistral lui-même en 1854. Mistral avait été choqué que le provençal, qui était parlé au Moyen-Âge à la cour de nombreuses seigneuries en France et en Europe, la langue des troubadours, qu'on appelait provençal ou limousine, que cette langue soit devenue la langue des paysans. Et il s'est battu avec ses amis pour obtenir une reconnaissance de cette langue et pour la diffuser au mieux. Depuis 1854, ça va faire 150 ans dans peu de temps, le Félibrige est actif au niveau de l'enseignement, de l'organisation de toutes sortes de manifestations autour de la langue. Et à côté de cela, se sont créés tout un ensemble d'associations qui continuent de la diffuser, de la maintenir, de la développer. Nous avons quand même la chance dans la région d'avoir des émissions de radio en provençal, d'avoir des émissions de télévision sur FR3. On a des émissions régulièrement. L'édition provençale est très vivante. Ce sont des journaux, des magazines qui paraissent tous les mois. C'est aussi de l'édition de livres. On réédite les poètes anciens, mais il y a de très nombreuses personnes qui écrivent le provençal aujourd'hui. Et puis, en ce qui concerne alors bien sûr le costume, l'organisation de fêtes et de manifestations, la Provence est très riche à ce niveau. L'Arlésienne, c'est la femme fatale, c'est celle dont on rêve, c'est celle qu'on ne voit pas. Tout est là, bien entendu. Alors en réalité, Alphonse Daudet, dans les lettres de Montmoulin, a écrit un petit conte qui s'appelle l'Arlésienne. Cette histoire lui a été inspirée par un fait réel qui s'est produit dans la famille de Frédéric Mistral. L'un des neveux de Mistral était tombé amoureux d'une jeune femme qui n'était pas arlésienne, mais pas de très loin non plus. Ses parents ont refusé qu'il l'épouse parce que la classe sociale ne correspondait pas au 19e, c'était pas simple. Et ce jeune garçon en a été très peiné. Il a fait semblant de ne plus y penser, mais malheureusement, il n'a pas résisté. Et il s'est jeté par la fenêtre du mas dans la cour depuis le 2e étage. Il en est mort, bien entendu. Il en est mort d'amour parce qu'il ne pouvait pas épouser celle qu'il aimait. Et lorsque Mistral, qui était un grand ami de Daudet, lui a raconté cette histoire, Daudet a été subjugué par ce fait. Et il a écrit, dans les lettres de Montmoulin, l'Arlésienne. C'est un petit conte en quelques pages, c'est très peu de choses, c'est pas du tout développé, c'est presque un fait divers. Mais il en était tellement obsédé, si vous voulez, de cette histoire, que quelques années plus tard, il a souhaité en faire une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, dans laquelle il développe tout cela en plusieurs actes, donne beaucoup plus de détails. Il décrit l'Arlésienne dans les lettres de Montmoulin comme une petite Arlésienne tout en velours et en dentelle. Le terme est tout à fait joli. Et dans la pièce, comme dans le conte, eh bien, tout tourne autour de cette femme qu'on ne rencontre jamais. C'est à cause d'elle que tout se passe, c'est à cause d'elle que le pauvre Frédéric va mourir d'amour, mais on ne la voit jamais. Et cette pièce, lorsqu'elle a été jouée pour la première fois à Paris, a été un bide épouvantable. Les Parisiens n'ont pas du tout compris l'affaire. Même en Provence, peut-être, ça aurait été dur à passer sur la scène. Et finalement, Daudet en a été très contrarié. Mais au bout de quelques années, on a reconnu le côté dramatique. Il y a un côté, on pourrait presque dire, tragédie antique dans l'Arlésienne, puisque les ingrédients sont les mêmes que comme dans les tragédies de tous les temps. Et au bout de quelques temps, et notamment grâce à la somptueuse musique de Bizet, qui n'était pas de la région, qui n'est jamais venu ici, mais qui a intégré des éléments de la musique traditionnelle provençale, eh bien l'Arlésienne est devenue l'une des pièces de théâtre les plus jouées dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on dit de quelqu'un, par exemple, il m'a joué l'Arlésienne, c'est qu'il n'est pas venu, parce que l'Arlésienne, on ne la voit jamais. Tout tourne là autour et c'est devenu quelque chose, tout à fait mythique, autour de cette histoire très simple au départ. Mais c'est vrai que le texte de Daudet est magnifique et la musique de Bizet a su le mettre en valeur
d'une façon superbe. Je vous rappelle que nous sommes à Arles en compagnie de Geneviève Rousse qui est guide conférencière à l'Office de tourisme d'Arles. Madame Rousse, pouvez-vous nous parler de l'équipe qui compose l'Office de tourisme ? Alors, l'Office de tourisme est une équipe assez importante puisque la ville d'Arles, qui n'a que 50 000 habitants, est l'une des villes les plus touristiques de la région. L'équipe permanente de l'Office est constituée de quelques dizaines de personnes. C'est un office municipal qui donc est sous la responsabilité de la ville d'Arles, avec un directeur qui gère, si vous voulez, tout cet ensemble-là, un personnel d'administration, un personnel d'accueil qui toute l'année peut recevoir les touristes à l'office qui est situé en plein centre sur le boulevard des Lys. L'office de tourisme est ouvert en gros pendant l'été de 9h à 19h. Pendant l'hiver, c'est un peu plus réduit, mais il est ouvert tous les jours de l'année tout de même. Et l'Office de tourisme, en plus de son personnel d'accueil et de son personnel administratif, a une équipe de guides conférenciers. Nous sommes ville d'art et d'histoire, ce qui fait que les guides conférenciers sont tous agréés par le service du patrimoine. Et on peut toute l'année visiter la ville d'Arles. Si on vient en groupe, on peut réserver un guide pour faire une visite d'Arles, ses monuments, ses musées et également toute une partie de la région. Si on vient seul, pendant la saison d'été, entre la fin du mois de juin et la fin du mois de septembre, il y a des visites organisées dans le cadre de l'opération Ville d'Art. C'est-à-dire que tous les jours, à des heures précises que l'on peut se procurer à l'Office de tourisme où tout cela est distribué, il y a des visites de différents monuments et musées. Il y a également, il ne faut pas oublier de mentionner à Arles, une visite sur le thème de Van Gogh. Un Van Gogh qui a vécu peu de temps chez nous, mais qui a peint quand même dans notre ville 200 tableaux. Des tableaux qui sont partis, malheureusement pour nous, dans les différents musées du monde. Mais il y a une visite sur le thème de Van Gogh également. Et les visites que propose l'Office sont nombreuses et variées et permettent de se faire une idée de ce qu'est cet immense patrimoine. Pour les groupes, il y a tout un ensemble de possibilités. L'Office de tourisme édite une brochure qui donne des produits, si je peux dire, clés en main, mais qui permet aussi à des groupes, en fonction du temps dont ils disposent, de réserver un guide pour une visite forfaitaire qui peut durer, disons, de 1 heure à 3 heures et qui permet d'avoir un contact avec la ville en général. On propose également des visites un petit peu plus longues d'une demi-journée ou d'une demi-journée uniquement sur la ville. Et puis bien sûr, Arles étant d'abord sur un territoire immense, mais au cœur d'une région particulièrement riche, l'Office propose des journées qui permettent de visiter Arles et la Camargue, les Alpilles, d'aller faire quelques incursions dans les villes voisines comme Nîmes, Avignon, qui complètent admirablement la ville d'Arles, c'est certain, dans le Luberon, jusque, disons, sur un territoire dans une centaine de kilomètres autour d'Arles. Alors, est-ce que l'Office de tourisme d'Arles a des projets pour l'avenir ? Des projets, il y en a en permanence, parce que quand on a un tel potentiel, on a envie naturellement d'en faire profiter le plus grand monde possible. Alors, moi personnellement, je ne suis pas gestionnaire de l'Office de tourisme, mais j'y travaille, donc je souhaite que ça se développe. Parmi les projets, il y a la possibilité de développer au maximum le tourisme fluvial. On a eu tendance à oublier depuis que le chemin de fer a desservi la ville, qu'Arles a été un port pendant plus de 2000 ans. Et si le port fluvial, sur le plan du transport de marchandises, est reparti depuis un peu plus de 20 ans maintenant, au niveau du tourisme, on n'a pas encore les équipements tout à fait nécessaires. Alors, une halte fluviale a été installée pour des bateaux privés. Et puis nous avons aussi un appontement pour de gros bateaux de croisière. Et je pense que dans les années qui viennent, le but est de développer au maximum cette activité. De même d'ailleurs que d'essayer de promouvoir de mieux en mieux ce patrimoine à travers diverses actions. La restauration notamment des monuments, puisqu'à la fin de l'année va commencer la restauration des arènes dans le cadre du plan patrimoine, la restauration du théâtre antique également. Et puis essayer bien sûr de faire le maximum pour le tourisme qui est devenu depuis quelques années l'activité première de la ville. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs afin qu'ils puissent être sensibilisés à venir rendre visite à cette merveilleuse ville qu'est Arles ?
Si je commence à leur en parler, ça va durer très longtemps, parce que quand on est arlésienne et qu'on est amoureuse de sa ville, on voudrait que tout le monde puisse partager tout cela. Alors leur dire d'abord de venir, surtout de ne pas se contenter de passer par Arles. C'est une ville où trop souvent les gens viennent, passent quelques heures et puis s'en vont plus loin. C'est dommage. Parce que je crois que si on s'installe à Arles pour quelques jours, on peut d'abord y découvrir la ville sous son meilleur jour, essayer peut-être de venir pendant une période de ces grandes fêtes que sont la fête des gardiens ou la fête d'Arles, les fêtes d'Arles qui se déroulent maintenant, et puis en logeant à Arles, sans faire trop de trajets, on peut pendant plusieurs jours, dans un rayon d'environ 100 km autour de la ville, découvrir de la meilleure façon la Provence avec toutes ses facettes. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir si gentiment parlé de cette merveilleuse ville d'Arles et du pays d'Arles. Au revoir. Merci. Vous trouverez bien entendu les coordonnées de l'Office de tourisme d'Arles sur le site de Fréquence Évasion, page Notre Région, www.fréquenceévasion.com bien sûr. À bientôt. Fréquence Évasion.